Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, rebonjour ou bonjour pour ceux qui commencent par le bada, qui commencent le repas par le dessert. Nous sommes donc à l'école alsacienne. C'est le dimanche 11 mars. Nous y sommes avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous venons d'enregistrer le podcast de la semaine sur les élections en Italie et sur la Grosse Coalition en Allemagne, et nous livrons maintenant nos invités aux questions du public. Première question. Oui, je crois me faire l'interprète d'un grand nombre de spectateurs dans la salle pour dire qu'il y a un suspense intolérable que vous avez fait monter. Jean-Louis nous a annoncé, Jean-Louis Bourlange, pardon, nous a annoncé trois points. Il n'a pas pu les développer, donc je ne l'ai pas payé. S'il vous plaît. Il y a là une solidarité dont je me demande quelle est l'origine. Bon. Oui, alors... non, mais ce que je voulais... Non, c'est peut-être... Tu veux peut-être des questions. Non, parce qu'il est assez efficace, mais il a tiré un peu tôt, je trouve. Non, mais vas-y. Mais... Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que dans la perspective de l'analyse sur les conséquences de la GroKo en Allemagne, il y a le problème de savoir ce que vont devenir les propositions d'Emmanuel Macron sur la relance de l'Union européenne. Et je pense qu'autant le discours de la Sorbonne était plein d'enthousiasme, plein d'analyse, et partait d'un principe extrêmement juste, à savoir que c'était seulement si on faisait de l'Europe quelque chose de sérieux, et non pas en chipotant sur tout, qu'on arriverait à avancer. Mais en revanche, je trouvais qu'il était assez imprécis et même trop riche pour être précis, sur les propositions. Ce qui guettait ce discours, c'était l'embarras de richesse. Or, l'Europe a toujours besoin de priorités. Mais au-delà de ça, je crois que nous sommes actuellement au cœur d'une crise, non pas de l'Union européenne. L'Union européenne, nous avons tendance à la penser comme quelque chose d'autonome, de séparé de nous, alors que c'est simplement la résultante de l'ensemble des volontés de nos gouvernants que nous élisons. Donc il n'y a vraiment pas du tout de rupture de solidarité entre l'Union européenne et nous. Et la crise de l'Union européenne, c'est en fait une crise de l'Europe. Et je crois qu'en réalité, c'est trois points qui ne sont pas vraiment abordés. On parle de déficit démocratique, je crois que c'est de la blague, parce que personne ne propose en contrepartie un modèle démocratique adapté à ça. En revanche, la véritable crise, c'est une crise de la dévolution des compétences. Personne ne réfléchit à ce que nous voulons mettre en commun sur le plan européen par rapport à ce que nous voulons garder sur le plan national. D'où le fait qu'on côtoie toutes les discussions sur le budget, sur les institutions, sur la majorité qualifiée et sur le respect des décisions prises à Bruxelles. Là, il y a un problème. Est-ce que nous avons vraiment envie de mettre quelque chose en commun? C'est ça que nous ont dit les Italiens sur l'immigration, et c'est ça qui fait que les Allemands, comme le rappelait Lucie, n'ont pas vraiment eu envie de parler d'Europe pendant la campagne électorale. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important. Quel est le principe de dévolution? Qu'est-ce qui doit être mise en commun et s'imposer à nous si la décision est prise collectivement, et qu'est-ce qui doit rester, comment on doit gérer ça. La deuxième chose, et c'est très essentiel ça, c'est que l'Europe est depuis le début perdue de la construction européenne entre deux vocations qui ne sont pas forcément contradictoires, mais un peu quand même, et qui sont très différentes. Est-ce que l'Union européenne est une sorte de préfiguration d'une société universelle, régie par des principes universels, fonctionnant comme une sorte de système de solidarité de l'ONU? C'est un peu la tendance, c'est le seul point sur lequel il est important, je suis en désaccord avec Cohn-Bendit, qui dit l'Europe, Monnet pensait ça, c'est une machine à faire la paix. On a fait la paix sur le Rhin, on a fait la paix sur la Vistule, on devrait faire la paix sur le Bosphore, puis après on fera la paix avec n'importe qui, etc. Il s'agit de rapprocher des peuples, donc on idéalise la paix, on idéalise tout un ensemble de choses. C'est ça, certainement. C'est après la guerre. Mais c'est autre chose aussi. C'est la reconstitution d'une civilisation qui n'était rien en 1945, après avoir été presque tout en 1914, qui en 30 ans s'était détruite. Et les pères fondateurs, les De Gaulle, les Adenauer, les Schuman, etc., les De Gasperi et autres, se disaient, nous devons reconstruire
un foyer politique porteur des principes auxquels nous sommes attachés, même si nous n'avons pas su les défendre entre 1914 et 1945. Et cette Europe particulière, ça se retrouve au cœur de la question migratoire. La question migratoire, c'est à la fois une question de solidarité, donc de mutualisation, je reviens au point 1, et c'est une question, est-ce que nous avons quelque chose de particulier ensemble à faire valoir par rapport aux États qui nous environnent, ou est-ce que nous devons être dans un discours universellement sans frontières, d'abaissement des frontières, quand nous sommes, qui est un peu le discours d'Emma Bonino. Et troisièmement, et c'est le problème peut-être le plus grave actuellement, c'est est-ce que nous acceptons de transgresser les principes fondamentaux qui sont les nôtres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe à l'Est est terrifiant. Terrifiant en Hongrie, en Pologne, pas seulement parce qu'il y a des coups de couteau, des coups de canif au contrat sur les droits fondamentaux, mais parce qu'on les accepte allègrement. Et parce qu'un pays comme la Pologne, j'ai vraiment accompagné sa rentrée dans l'Union européenne, ils nous ont rejoints sur des valeurs, les valeurs de Wałęsa, les valeurs de Solidarność, des valeurs fondamentales, et maintenant ils nous disent on s'en fout, mais on reste dedans, on accepte, on veut l'argent, et le reste, on s'en fiche. Et là, on touche vraiment à l'os. Est-ce que nous allons accepter, c'est ça le grand enjeu, dans les 15 années qui viennent, de passer par pertes et profits les principes fondamentaux de reconstruction de la civilisation européenne qui ont prévalu après la Seconde Guerre mondiale. Merci. Merci. Sur l'Allemagne, j'aurais une remarque et une question. La remarque, c'est qu'on n'a pas du tout parlé des Verts. La grosse coalition qui vient d'arriver, je rappelle que c'est une solution un peu par défaut. Elle fait suite à l'échec d'un premier projet de coalition entre la CDU, les Verts et les libéraux. Et je pense qu'une des clés des 4 années qui viennent, c'est comment les Verts vont se positionner dans leur rôle d'opposition. Pour le coup, ils font partie de l'opposition et d'opposition à l'AfD. Et ça sera intéressant à observer. Et ils ont très habilement, d'ailleurs, là, pendant l'espèce de vide qui a occupé les derniers mois, ils se sont très utilement positionnés comme ça. Ils ont commencé à se positionner comme ça au Bundestag. Il n'est pas exclu qu'un des scénarios sur les prochaines années, là, entre maintenant et les prochaines élections, ce soit de voir les Verts émerger comme la vraie force d'opposition républicaine, on ne dit pas comme ça en Allemagne, à l'AfD, et qui puisse ensuite en tirer profit. Hein. On voit qu'à la CDU, il y a quand même une ligne de plus en plus forte qui pousse vers cette coalition avec les Verts. La question, c'est pour Marc-Olivier Padis. Vous avez relevé tout à l'heure que dans le contrat de coalition, il y avait effectivement un encadrement du regroupement familial. Et si j'ai bien compris votre propos, vous avez présenté ça comme une forme d'incongruité. Je rappelle qu'en France, le regroupement familial est régi par un livre entier du Code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile des étrangers. Donc ce n'est pas en soi incongru de vouloir réglementer la manière dont s'opère le regroupement familial. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre pensée sur ce point, s'il vous plaît ? Alors, Marc-Olivier sur l'incongruité, puis Lucille sur les Verts. Si je peux répondre quand même sur le premier point, parce que ça m'intéresse aussi. Moi aussi, alors sur le Ou tu pourras répondre sur le deuxième. J'ai déjà répondu. Juste pour rappeler, effectivement, vous avez raison, il y avait un premier projet de coalition dont l'échec était plutôt dû à la stratégie du FDP que des Verts. Les Verts étaient presque parvenus à un accord avec la CDU et avec justement, ils avaient mis un poids particulier sur la question des réfugiés. D'où le problème stratégique, je voulais dire ça pour le SPD quand même au départ, parce que, comme on l'avait dit dans une précédente émission, le dilemme pour les adhérents du SPD, c'était soit, comme l'avait dit Schulz, on se refait une santé dans l'opposition, soit on reste conforme à la vocation du parti, qui est la responsabilité et le fait d'obtenir des choses en participant au pouvoir. Et beaucoup de stratégies ont plaidé au sein de la gauche pour dire il faut qu'on fasse aujourd'hui les deux, c'est-à-dire qu'on participe à la coalition et en même temps qu'on se reconstruise en tant que parti, qu'on reconstruise un programme, parce que la difficulté, c'est que Angela Merkel, en gouvernant très au centre, comme on l'a rappelé, a un peu anesthésié le débat public en Allemagne et
Et donc un peu tous les partis doivent reconstruire leur parti. Donc c'est vrai que pour les Verts, ce sera intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. Alors sur le droit des étrangers, ma remarque, c'est le fait que je ne connais pas donc le code en particulier, mais il me semble que le fait d'avoir le droit de vivre en famille, c'est un droit qui est reconnu par des traités internationaux, et donc ça ne relève pas de la politique migratoire décidée au niveau des États. Donc c'est juste, et par conséquent, comme c'est un droit individuel garanti par des traités internationaux, on ne peut pas fixer des quotas, des objectifs chiffrés à une politique de ce genre. Peut-être un mot de réponse. Sur les Verts? Non, juste une seconde sur cette histoire des trucs, parce que il se trouve Sur le regroupement familial, les traités et puis la jurisprudence de la Cour européenne consacrent un certain nombre de principes fondamentaux, et notamment le fait effectivement d'avoir le droit de mener une vie familiale qualifiée de normale. Et en revanche, les États, et ça c'est un élément de souveraineté fondamentale, les États conservent la possibilité de déterminer dans quelles conditions, compte tenu de leurs caractéristiques, s'exerce ce droit à mener une vie familiale normale. La France le fait en y consacrant donc un livre entier du code qui régit le séjour des étrangers. D'autres pays le font chacun selon leurs priorités politiques, mais le fait de réglementer l'exercice du regroupement familial, en l'occurrence, est heureusement laissé à l'appréciation souveraine des États. Ça, c'est... Lucille Schmitt. Oui, sur ce sujet, pour terminer, ce qui est sans doute choquant, comme l'a dit Marc-Olivier Padis, c'est qu'il y a fixation d'un quota en fait dans la discussion, alors qu'on voit bien que le sujet de la réglementation des États, c'est les critères. C'est-à-dire que, par exemple, en France, lorsqu'on veut se regrouper familialement, la question de la taille de l'appartement, du niveau de salaire, enfin, c'est des critères assez concrets. Tandis que là, le sentiment qu'il y a un quota, c'est quelque chose qui donne l'impression que le principe est diminué. Voilà. Sur la question des Verts, qui est un élément effectivement très intéressant, d'abord, les Verts sont ressortis extrêmement renforcés, les Verts allemands, les Grünen sont ressortis extrêmement renforcés de cette négociation parce que la rupture des négociations pour la coalition jamaïcaine ne peut leur être imputée, elle est imputable, comme vous l'avez rappelé. La coalition jamaïcaine, c'était la coalition avec donc les libéraux la coalition et les entre Verts. les libéraux, la CDU-CSU et les Verts. La question, c'est évidemment les couleurs du drapeau. Pourquoi? Parce que donc c'est effectivement les libéraux qui ont choisi de rompre les négociations, et on a eu le sentiment pendant tout le processus de négociation qui a duré jusqu'en novembre qu'en fait les libéraux ne voulaient pas vraiment d'une coalition parce qu'ils craignaient que cette coalition en fait ne diminue leur influence. La dernière fois qu'ils avaient participé à une coalition, ils avaient été complètement essorés. Donc les Verts sont sortis substantiellement renforcés, et ils sont passés de 9% au résultat des élections à 13% dans les sondages. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que les sondages, en fait, ont marqué une dégringolade du SPD, qui aujourd'hui est à 16%, non, à 15,5%, tandis que l'AfD est à 16%. Donc, l'inquiétude qui existe aujourd'hui, c'est que la grande coalition est, je veux dire, elle est majoritaire en sièges, c'est clair, mais par rapport au sondage, elle est minoritaire dans les sondages. Donc on est dans cette situation étrange. Et par rapport à la question des Grünen, comment vont-ils se comporter ? Ce qu'il y a de clair, c'est que l'arrivée de l'AfD a, d'une certaine manière, redonné un tonus politique incroyable à certains leaders verts, qui étaient considérés comme plutôt des réalos un peu pénible, un peu sans ambition, et notamment que l'ancien président des Verts, Cem Özdemir, a fait un merveilleux discours au Bundestag où il a dit d'une manière extrêmement forte qu'est-ce que c'était que l'Allemagne contre l'AfD. Donc vous avez raison, il y a sans doute des personnalités politiques qui vont émerger. L'AfD peut ressusciter une espèce d'élan qui sera l'Allemagne anti-extrême droite. Mais là-dessus, ce qui est important, et je termine, c'est comment est-ce que l'Allemagne de l'Est, où l'AfD a fait une percée extrêmement importante, comment est-ce qu'on répond aussi aux interrogations du côté de l'Allemagne de l'Est, à la question sociale, aux inégalités, etc. Et sans doute y aura-t-il d'autres questions là-dessus, mais je voulais quand même dire un mot par rapport à ce que dit Jean-Louis Bourlange. C'est que je crois qu'on peut toujours dire que l'Europe, c'est une civilisation, mais il faut aussi dire, si c'est une civilisation, comment est-ce qu'on répond à la question sociale, parce que je crois que les résultats aujourd'hui dans l'ensemble des élections qui se passent en Europe posent quelque chose sur la montée des inégalités en Europe, qui est une question posée à la fois au gouvernement, vous avez raison Jean-Louis, mais le sujet est
qu'on le veuille ou non, puisqu'il y a un lien entre l'Europe, l'Union européenne, les institutions européennes et les gouvernements nationaux. Comment est-ce qu'on répond à cette montée des inégalités? Je pense que c'est aussi une question de civilisation. Ma question va être pour Marc-Olivier Padis. Vous avez ouvert votre intervention sur l'Allemagne sur une comparaison du problème démographique entre l'Italie et l'Allemagne. Est-ce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin en examinant le fait que dans ces deux pays, aucune majorité claire ne se dégage à l'issue des élections parlementaires et on doit se mener des espèces de bricolage d'une extrême complexité afin de faire tenir des gouvernements cas un cas. N'est-ce pas là le résultat du fait que les peuples ont peut-être simplement acté le fait que les gouvernements ne sont plus que des comptables? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de projet politique, ils se contentent de tenir les comptes de l'État, de s'assurer d'un équilibre budgétaire, mais n'ont plus de projet politique au sens plus de projet d'organisation de la cité. Depuis 10 ans, 15 ans, aucune mesure de fond d'évolution de ces États n'a été menée, hormis en Italie où on s'est amusé à changer la loi électorale pour faire en sorte que rien ne change. C'est-à-dire que les peuples ne croient plus en la moindre idéologie politique qu'il n'y en a plus. Et ça a été acté de manière assez intéressante par les marchés boursiers financiers qui sont quand même très sensibles à la hausse brutale ou à la baisse brutale en cas de début d'instabilité politique. Là, il ne s'est strictement rien passé. C'est-à-dire, assiste-t-on à la mort de l'idéologie politique en Allemagne et en Italie? Marc-Olivier Padis, c'est une question substantielle. Substantielle, oui. En un sens, vous seriez un peu d'accord avec Lucile, si je me trompe, pour mettre en cause espèce de carcan européen, une seule politique possible, etc. Donc, en un sens, je vois bien le sens de votre question et sa pertinence, puisque ça fait partie des analyses politiques, c'est-à-dire ce sentiment que des alternatives ne sont pas vraiment possibles dans le contexte de règles européennes communes qu'on s'est données. En revanche, je ne vois pas bien le rapport avec l'éclatement du paysage politique, c'est-à-dire qu'au contraire, il y a un renouveau des idéologies, il y a des discours extraordinairement idéologiques qui sont portés par la Ligue du Nord, par l'AfD. Et donc, si vous voulez de l'idéologie, là, vous avez vraiment des gens qui font de la politique au sens vraiment, ils ont des slogans, des convictions, donc qui ne sont pas du tout les miennes, mais qui n'ont rien de ce pragmatisme bontain qui semble découler de notre appartenance à l'Europe, ce que je ne crois pas exact non plus. Et puis, surtout, s'il y avait une sorte de révolte des peuples contre cette anesthésie du débat politique, pourquoi est-ce que ça prendrait la forme de cet éclatement politique et du fait de se retrouver dans les coalitions? Donc je crois qu'il y a des niveaux intermédiaires après de l'analyse qui sont liés, disons, au mode de scrutin, aux traditions nationales, aux enjeux régionaux. C'est aussi des pays dans lesquels la dimension régionale est extrêmement importante. On voit bien le nord, le sud de l'Italie, l'est, l'ouest de l'Allemagne. Donc il y a des paramètres comme ça qui se rajoutent et qui viennent compliquer ce paysage-là. Autre question? Oui. Ah voilà, pardon, vous êtes plein dans le projecteur que j'ai dans le... Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur le chapitre italien et sur Cinque Stelle. La question que je me pose, c'est en fait à qui parlent ces gens sur le plan européen au niveau politique, parce que je vois bien qu'effectivement, il y a une parenté entre la Ligue, par exemple, et le Front National, entre, on va dire, le PD et Macron, à l'échelle française. Est-ce que le Cinque Stelle est vraiment complètement replié sur lui-même, ou est-ce qu'il y a des alliances ou des dialogues, ou en tout cas une tentative d'axe au niveau européen? Et en France, si c'est le cas, avec qui ça se passe? Gianluigi Bourlange. Oui, je crois que... Oh, appelez-moi Gianni. Je crois que la caractéristique de Cinque Stelle, c'est précisément que c'est un mouvement très très spécifique, très différent, et certainement pas assimilable à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Je crois que c'est aussi éloigné de Mélenchon
que de Marine Le Pen, par exemple. Je crois que c'est un mouvement de refus du politique tel qu'il est pratiqué, un mouvement de dénonciation des élites, mais comme je le disais tout à l'heure, à l'état pur. Et à la limite, Di Maio, par exemple, il s'est réclamé de Macron pendant comme Kurz d'ailleurs l'avait fait en Autriche. Tous les leaders qui sont à peu près, qui ont moins de 35 ans, moins de 40 ans, disent nous sommes le Macron italien ou le Macron autrichien, nous voulons que ça change. Et le problème, c'est qu'il faut à un moment atterrir. C'est ça leur grande difficulté, c'est que on se rappelle le mot d'ordre célèbre, être pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est ça le point. Mais quand on a gagné, il y a un moment où on doit dire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et avec qui ? Et là, c'est assez vertigineux. Et on voit bien les déclarations embarrassées de Luigi Di Maio en Italie. C'est vertigineux de savoir avec qui il va faire alliance. D'autant plus que je pense que sa pulsion première, c'est de faire alliance à ceux qui sont son contraire, c'est-à-dire le parti au pouvoir. C'est ceux dont il se sent en fait le plus proche. Donc c'est absolument pas acquis. On va voir ce qu'ils donneront sur le plan européen, mais il n'y a vraiment pas de correspondance. Alors s'il rentrait au pouvoir, si par exemple il faisait alliance avec le Parti démocrate italien, on pourrait imaginer qu'il y ait une sorte de coalition, même avec Ciudadanos en Espagne, En Marche. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est une forme totalement à remplir. C'est comme ces dessins qu'on offre, que les psychanalystes offrent à leurs patients en disant vous dessinez ce que vous voulez et puis on verra ce que vous avez dans le ventre. C'est une harlequinade quand même. Il y a quelque chose de ce genre-là, enfin, dans ce pays de la comédie. C'est une harlequinade. Il y a quelque chose d'harlequin dans ce pays de la comédie. Oui, sauf que le problème, c'est que quand Harlequin n'est plus le serviteur de maître, mais le maître à son tour, il n'a plus d'utilité, si je puis dire. Oui, c'est vertigineux, effectivement. Lucille Schmidt. Oui, moi je voulais dire que j'avais vu que Nigel Farage, par exemple de UKIP, avait félicité le mouvement 5 étoiles. Bon, c'est une manière de dire, de voler au secours de la victoire. Hein. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des groupes au Parlement européen, que connaît très bien Jean-Louis Bourlange, et qu'aujourd'hui, la structure de ces groupes, leur périmètre, pourrait au fond imploser, être bouleversé aux prochaines élections européennes en 2019. D'abord parce qu'il y a la question de la République en marche. Est-ce que c'est au fond, est-ce que ça entraînerait, puisque tout le monde devient Macron pendant la campagne, enfin ça veut dire je suis jeune hein, quand même pour l'instant, mais ça peut vouloir dire quelque chose d'autre en 2019, c'est-à-dire que si par exemple la République en marche fait un énorme score, est-ce qu'il n'y a pas une restructuration qui peut se passer des groupes au Parlement européen ? Moi je connais bien là-dessus, je connais bien le groupe des écologistes par exemple qui se posent des questions en se disant nous à la fois on progresse dans la société mais on est crédité de scores très faibles, donc comment est-ce qu'on va faire et au fond est-ce qu'il y a la possibilité de faire un groupe avec Varoufakis, avec ceux qui sont contre l'austérité. Donc cette question qu'on se pose des frontières politiques, elle va évidemment avoir un impact, on le voit se dessiner aujourd'hui dans les élections nationales, ça aura à mon sens un impact dans les élections européennes futures et c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, le macronisme deviendra-t-il une force européenne ou pas ? Qu'est-ce qui va se passer autour de l'écologie ? On voit bien que 5 étoiles, par exemple, a aussi fait des choses un peu à géométrie variable autour de la GUE, dans lequel est Mélenchon. Ce n'est pas Mélenchon, mais ils ont des éléments d'accroche, au fond, avec différents groupes politiques. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que sur le problème d'Emmanuel Macron et de République En Marche, je crois qu'il faut être extrêmement modeste. Je pense que si la République En Marche et le MoDem qui est associé à cette affaire, évidemment, nous arrivons sur le plan européen en disant maintenant c'est nous les gars, hein, c'est nous qu'on est les princes, comme dirait Madame Sans-Gêne, et vous avez vu ce qu'on a fait, hein, alors les petits gars là, revenez tous, venez chez nous, ça va provoquer des réactions extrêmement vives. On a d'ailleurs vu déjà un papier des gouvernants de l'Europe du Nord qui disent oui, bon, on verra, il faut d'abord que les Français fassent ce qu'ils ont promis, ce qui depuis si longtemps en matière de réduction des déficits, pour faire quelque chose. En revanche, je suis quand même d'accord avec ce que dit Lucie, le vrai problème, c'est la vraie réalité, c'est l'effondrement des socialistes. C'est quand même une donnée absolument massive et internationale en Europe. Vous avez plus de PASOK,
vous avez un PSOE en très grande difficulté, vous avez la gauche italienne qui est en fait partagée entre une gauche en grande faiblesse et une gauche qui n'est pas très forte mais qui se rapproche du centre. Vous avez un parti socialiste français qui offre un spectacle absolument incroyable. Vous avez une crise de la social-démocratie allemande très réelle. Bon, le Royaume-Uni ne sera sans doute pas dans l'Union européenne, mais malgré tout, le succès de Corbyn et la dissociation entre Corbyn et le gros des députés travaillistes, c'est quelque chose qui révèle une tension extrêmement forte au sein du Parti travailliste. Vous allez avoir un effondrement profond de la gauche. En même temps, à droite, le PPE a, sous l'influence de Kohl, dès les années 90, cessé d'être le grand parti fédéraliste centriste européen. Il s'est rapproché, il a remplacé, par exemple, les gens des Catalans de Convergence et Union ou les Basques par les gens du Parti populaire, donc plus à droite. Ils ont remplacé les démocrates chrétiens italiens par les berlusconiens. Ils ont remplacé l'UDF par le RPR, puis par LR. Ils ont essayé de faire venir, et ils les ont gardés pendant un certain temps, les conservateurs anglais, pardon. Ils ont dans leur sein le parti de M. Orban, le Fidesz, donc on a une dérive à droite très forte du PPE qui ne marche pas très bien parce que ça leur échappe quand même, mais qui rend très difficile au centre de se rapprocher de cela. Et donc on va avoir sans doute une configuration parlementaire très différente, avec des socialistes profondément affaiblis, une gauche radicale puissante autour de Mélenchon, un parti socialiste très affaibli, un centre dans lequel République En Marche, le Modem, etc. vont jouer un rôle important, et un parti PPE qui va rester sans doute le premier parti, mais qui sera quand même très droitisé. Merci. La dernière question tout en haut à droite, Christian. Voilà. Oui, moi je voudrais poser une question à Jean-Louis Bourlanges, parce qu'évidemment on ne peut être que d'accord avec l'appréciation qu'il porte sur l'Europe, enfin pour des gens qui sont européens. Ceux qui sont anti-européens, naturellement, eux ne s'y retrouveront pas. C'est-à-dire cet aspect civilisationnel auquel vous faites référence, bien entendu, on est tout à fait d'accord. Ceci dit, est-ce que vous ne pensez pas quand même, vous balayez quand même très rapidement l'idée que l'Europe nous a souvent offert un paysage très bureaucratique, qui nous a beaucoup, je dirais, limité dans la foi qu'on pourrait avoir, nous les Européens, dans cette entité. Je vais prendre deux exemples pour bien montrer que la bureaucratie peut avoir des effets tout à fait néfastes. C'est-à-dire qu'au fond, l'Europe, de temps en temps, elle laisse la place au débrouillard. Le débrouillard, c'est celui qui, ne trouvant pas dans la réalité, dans l'état dans lequel il est issu, une solution à son problème, il va s'en référer à l'Europe. Prenez les étudiants en médecine. Bon, naturellement, je ne fais pas l'apologie du numerus clausus, mais il y a un vrai problème en France. Comment le résout-on ? Eh bien, un certain nombre d'étudiants vont faire leurs études en Roumanie. Je n'ai rien contre la Roumanie, mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait du même niveau que les études de médecine en France. Prenons l'agriculture. Il y a parfois des distributions de primes qui font que la région dont je suis issu, eh bien, on arrive à cette contradiction où on va se qualifier d'agriculteur après avoir compris qu'on peut avoir des allocations sur telle prime à l'élevage, telle prime, etc. Autrement dit, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe, bien souvent, nous donne une image assez négative, alors qu'on est bien entendu persuadé que pour la faire avancer, il ne faut pas tirer parti de manière, j'allais dire, maligne de la réglementation européenne. La parole est à la Défense. Oui, non, mais je crois que les exemples que vous donnez sont tout à fait pertinents. Sur le numerus clausus, on aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire. Hein. On a quand même géré l'asphyxie des professions médicales d'une façon totalement irresponsable au cours des 40 dernières années. Alors maintenant, il y a des petits malins qui vont en Roumanie, qui vont en Belgique, qui vont ailleurs et qui reviennent médecins. Bon, très bien. Et je vois dans un hôpital que je connais bien, dans une ville de province, eh bien, il est de plus en plus difficile de trouver des médecins parlant français, ce qui effectivement pose quand même un problème.
Là, donc vous avez raison, c'est simplement l'absence totale de rigueur. C'est-à-dire qu'on a harmonisé sans harmoniser, on a libéralisé sans harmoniser. C'est simplement parce qu'il n'y a pas un pouvoir européen fort et qu'on laisse aller, on laisse faire, on laisse passer, alors que la liberté de circulation, ce n'est pas le laisser faire, laisser passer, c'est le laisser passer, mais pas le laisser faire. Donc là, on voit bien les limites. Les États laissent passer et n'acceptent pas des règles qui seraient plus contraignantes pour eux. S'agissant en plus de la Roumanie et de la Bulgarie, je suis très net. Moi, j'ai voté contre au Parlement européen l'élargissement à la fin. J'étais très favorable à ce qu'on continue les négociations. J'étais même, pour reprendre la formule de M. Magasson, qui était le directeur du budget à l'époque de la Commission européenne, il disait « il faut chauffer la salle d'attente ». Et je crois qu'il avait raison, il fallait chauffer la salle d'attente, continuer à être très solidaire financièrement, accompagner la transition démocratique, accompagner l'adaptation de l'État. Ça n'a pas été fait. Et ça a été le pire moment. Le début des années 2000, ça a été le pire moment d'abdication intellectuelle des Européens. C'est le moment où la Commission est venue devant nous, devant le Parlement, et a dit, écoutez, ils ne sont pas prêts, mais on leur a dit qu'ils pourraient rentrer, alors que faire ? Et on a voté ce truc-là. Moi, j'ai voté contre à main levée. On n'a même pas eu un vote nominal. Si j'avais su, j'en aurais demandé un. Je pense que quand même c'était évident. On a fait vraiment n'importe quoi. On a à ce moment-là ouvert les négociations avec la Turquie en 99 à Helsinki. On l'a ouvert après 2 minutes de discussion. On avait toujours été contre l'ouverture des négociations d'adhésion. Puis tout à coup, on a eu Schröder qui venait de gagner les élections, qui dit « je vais faire une opération de politique intérieure avec les Turcs chez moi ». Chirac, qui se rappelait que quand il était jeune, il avait lu l'Empire des steppes et qu'il avait toujours aimé Jean Giscan, Tamerlan. Son seul problème, c'était de savoir lequel il préférait. Et alors là, lisez les mémoires de Bernard Billot qui montrent Chirac complètement effrayé par Rome, cette espèce de civilisation décadente, perdition. Rendez-nous les steppes et les steaks cuits sur la selle de nos chevaux d'Attila. Bon, donc il était pour les Turcs. Ensuite, on a eu les Grecs. Alors, on avait compté sur les Grecs. Qu'est-ce qui leur arrive aux Grecs? Ils disent, mais si on est pour, on va peut-être récupérer Chypre. Paf! Ils changent de camp en 2 minutes sur une décision aussi massive qui aurait les conséquences que vous dites à un échelon 10 fois supérieur, 20 fois supérieur, qui modifierait, on peut être pour ou contre, mais qui modifierait complètement l'équilibre européen. En 10 minutes, sans aucun débat, nos chefs d'État et de gouvernement disent « on ouvre une négociation ». Voilà la vérité. Sur la démocratie, je dois dire que l'Europe a été très technocratique dans l'esprit de Jean Monnet. Oui, je termine par une phrase. Et elle s'est profondément démocratisée à Maastricht, profondément. Et ensuite, à partir de Nice, on a démantelé les procédures démocratiques et maintenant on est dans un intergouvernemental pur. C'est pourquoi je me demande pourquoi les eurosceptiques sont contre l'Europe, parce que c'est leur modèle qui prévaut. C'était Jean-Louis Bourlange faisant du Sprechgesang sur une musique de Dvorak interprétée par le trio Wanderer. Merci à notre public, merci à Laurie Galigani qui a assuré avec ses qualités d'ingénieur du son l'enregistrement de cette émission avec Christian Sory. Merci à l'école alsacienne, merci à Valentin Petit avec qui cette émission est préparée et à Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un enregistrement de notre podcast sur l'actualité. Merci et au public qui était ici.